Bonjour, je suis Anne-Lise Gastaldi, je suis pianiste, notamment la pianiste du trio George Sand, mais j'aime aussi la transmission par l'enseignement. J'enseigne au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et de Paris et je suis proustienne et ce qui m'a poussée à créer les journées musicales Marcel Proust, un autre moyen de transmission. Paradoxalement, pour parler du son, j'ai choisi le silence. Sans silence, il n'y a pas de son. On pose toujours le son sur le silence. C'est de cette façon qu'un interprète, quand il commence un concert, souvent il a besoin de la qualité d'écoute du public et il attend que le silence se fasse, que les tout éventuels s'arrêtent avant de commencer. Le silence, en musique, il est évidemment très important. Il a un rôle primordial dans l'écriture des compositeurs. Par exemple, et en disant cela, je n'enferme aucun compositeur dans ce que je vais dire, ce n'est pas que. Mais par exemple, Haydn, il y a très souvent des silences humoristiques. Avec le trio, nous adorons jouer le final du trio en la majeure, en bis d'ailleurs, parce que c'est plein d'esprit et que nous ajoutons, nous tirons ces silences pour provoquer la surprise, même entre nous trois, c'est un moyen de connivence. Chez Beethoven, des silences très saisissants. Chez Schubert, des silences pleins de solitude et de détresse. Voilà, en musique contemporaine, de la même façon, des sons qui sont à la lisière du silence. En peinture, c'est la même chose. Par exemple, ce magnifique tableau de Yixin, eh bien, il est plein de... il y a une histoire. Il raconte quelque chose, hein, il s'inspire de la tour, du tricheur à Lazzacaro, mais il y a plein de choses qui se passent dans le silence et c'est à nous de l'interpréter. Pareil pour certaines natures mortes, mais les Anglais diront still life, vie silencieuse. Enfin, en littérature, le silence, il est primordial également. 3 points de suspension ou une page blanche, un bout de page blanche à la fin d'un chapitre, c'est très important pour revenir à nous-mêmes et laisser émerger ce que nous avons interprété de notre lecture. Il y a un objet que j'affectionne particulièrement, c'est cette montre de mon arrière-grand-père, peut-être même au-delà de mon arrière-grand-père. C'est une montre donc, qui mesure le temps, forcément, qui a été transmise de génération en génération, mais elle a fini dans une boîte, cette montre, alors qu'elle marche très bien. Et pourquoi elle a fini dans une boîte? Parce que maintenant, on a des montres pas goussées qui tiennent avec une jolie chaîne et des montres qui ont un tic-tac et des montres qu'il faut remonter, sinon le temps s'arrête. Maintenant, l'heure est partout, à la gare, dans le train, sur le four, sur le micro-ondes, sur la télévision, on regarde l'heure sur le portable. Donc, c'est pas pareil ce genre d'objet. Et une montre, c'est un tic-tac, donc il y a un petit mécanisme qui fait tic-tac. Et ça me ramène à une chose curieuse, c'est un outil occasionnel du musicien qui est le métronome. Alors le métronome, heureusement, on ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est un objet de travail, le clap, clap, clap. Et le tic-tac de la montre me rappelle cet objet de travail. Il y a une relation qui s'installe entre la montre et le métronome. La musique, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, inévitablement. On démarre une œuvre à un point A, et plus tard, on arrive à un point B. Ça se déroule dans le temps. Et le choix du tempo, le choix de la vitesse, rapide, lent, modéré, allegro, allegro moderato, c'est extrêmement important. Donc tout cela me ramène à la montre, curieusement, et au tic-tac que souvent, pendant des nuits d'insomnie, chez ma grand-mère, il y avait une vieille horloge, les objets nous parlent. Je me focalisais sur ce tic-tac et sur la notion du temps qui passe. Et je crois qu'il faut apprendre à prendre le temps et à reprendre le temps, d'écouter le temps couler. Un lieu très important pour moi, qui a été un tournant de vie, qui a été l'objet d'un tournant de vie, c'est souvent ce qui se passe avec des lieux magiques, c'est la Villa Médicis à Rome. Alors cette Villa Médicis, on la connaît, enfin en tout cas il faut la connaître. Elle est sur la colline du Pincio, elle surplombe Rome et c'est un lieu extraordinaire par son intemporalité. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse qui s'appelle Villa Médicis hors les murs, c'était un projet, il fallait postuler pour cette bourse. J'ai eu la chance d'obtenir cette bourse et j'ai pu séjourner à Rome
un long moment. J'ai voulu faire mon projet dans cette villa, bien que ça s'appelle hors les murs. J'ai voulu être dans les murs. Et là, j'ai pu travailler, grâce aux archives, à la magie de la bibliothèque des lieux, sur les prix de Rome de composition musicale qui ont séjourné depuis 1803 à la Villa Médicis. Les grands prix de Rome, ceux qui obtenaient le prix, allaient à la villa. Et j'ai créé ce spectacle qui s'appelle Escale romaine, qui raconte l'histoire des prix de Rome. Et de ce jour, ce projet a fait émerger en moi le goût de créativité et de transversalité des arts, et de faire des projets qui mélangent beaucoup les choses. Une chose en appelle une autre, qui en appelle elle aussi une autre. Comme dans les grands romans, comme chez Proust, quand on lit La Recherche, comme les grandes œuvres musicales qui nous amènent toujours dans un ailleurs. De ce jour, j'ai créé aussi un label Elstir, un label de musique qui réunit la littérature, la peinture et la musique. J'ai créé aussi le trio George Sand. George Sand, elle aimait la peinture, la littérature, la musique. Et cette Villa Médicis a été pour moi un grand virage dans ma vie.